vous demander d'inscrire dans la chat box qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Sélectionnez également la langue que vous voulez écouter. Vous avez besoin de choisir une langue que vous écoutiez en anglais ou en français afin de pouvoir entendre tous nos orateurs aujourd'hui. Pour sélectionner une langue, regardez en bas de l'écran, choisissez l'icône Globe, interprétation et choisissez le canal qui vous intéresse. Sélectionnez, je le répète, votre langue, que vous écoutiez le français ou l'anglais. Nous avons également partagé avec vous des questions de sondage auxquelles nous vous encourageons à répondre pendant que nous attendons. Si vous souhaitez les lire en français, la traduction en français sera ajoutée dans la chat box. Les questions sont également à l'écran en français comme en anglais. Vous le voyez, les réponses sont en anglais et en français pour les sondages. Si vous vous joignez juste à nous maintenant, bienvenue. Nous allons commencer dans quelques instants. En attendant, veuillez indiquer dans la chat box qui vous êtes, d'où vous vous joignez à nous. Veillez à choisir votre langue. Vous avez besoin de sélectionner un canal linguistique que vous écoutiez en anglais ou en français. Sélectionnez un canal linguistique en cliquant sur l'icône en forme de map monde en bas de l'écran et vous pouvez après couper le son de l'original. Encore une fois, je le répète, vous devez sélectionner un canal linguistique. Nous avons également partagé avec vous des questions de sondage auxquelles nous vous encourageons à répondre. En attendant que nous démarrions, la traduction est disponible sur la chat box et elles sont également sur la diapositive. Vous verrez que les réponses sont en français et en anglais sur le sondage lui-même.
Fait, nous allons commencer notre conversation d'aujourd'hui. Bienvenue à la séance du jour. Je m'appelle Brittany Gotch. Je suis un chargé de programme de Knowledge Success à Johns Hopkins FP 2020. Knowledge Success est très heureux d'être en partenariat avec FP 2020 pour ce programme. C'est notre 8e conversation. Et si vous n'avez pas vu les précédentes, les autres sessions de ce module sont disponibles sur l'enregistrement du webinaire. Les diapositives et les vidéos sont disponibles sur notre site YouTube et vous pouvez trouver les liens et lire les commentaires sur ce site. Le webinaire va durer à peu près 1 heure. Nous aurons une discussion ouverte de questions-réponses avec nos orateurs. Vous bénéficiez d'une interprétation simultanée en anglais et en français et les 2 canaux linguistiques sont enregistrés. L'enregistrement sera mis à votre disposition dans quelques jours. N'oubliez pas de sélectionner votre canal linguistique, que vous écoutiez en anglais ou en français, afin que vous puissiez écouter tous nos orateurs d'aujourd'hui. Les micros des participants sont éteints pendant toute la durée de la conversation. Si vous avez des questions, veuillez les taper dans la chat box. Mes collègues et moi suivons ces questions et nous répondrons à autant de questions que possible. Quelques mots sur cette série de Connecter les conversations. Si c'est votre première visite, il s'agit d'une série de discussions sur la santé des adolescents et la santé reproductive accueillie par Knowledge Success et FP 2020. D'ici le milieu de l'an prochain, nous allons co-organiser ces conversations toutes les quelques semaines sur différents top thème. Nous utilisons un système de conversation. Il ne s'agit pas d'un modèle traditionnel de présentation et nous aurons un grand nombre de thèmes pour nous assurer que vous demeuriez intéressés. La première série de ce module a commencé le 15 juillet et s'est terminée le 9 septembre. Le deuxième module, qui était axé sur les parents, les prédicateurs, les enseignants et la manière de mobiliser les parties influentes critiques. Je vais d'abord vous présenter le modérateur de la séance d'aujourd'hui sur les partenaires. Caitlin. Caitlin est le directeur de Adolescent et Youth, Adolescents et Jeunesse, où elle travaille en étroite collaboration avec les pays de FP 2020 qui ont pris des engagements axés sur les adolescents pour faire progresser les approches fondées sur les éléments probants pour améliorer l'utilisation de la contraception par les adolescents. À vous, Kate. Bonjour Brittany, merci. Bonjour à tous. Comme l'a dit Brittany, ce module se concentre sur les parents prédicateurs et enseignants et facteurs d'influence, et dans quelques séances, nous parlerons également des téléphones. C'est important pour ce qui est de l'influence sur notre audience cible en matière de décision de santé reproductive. Nos orateurs aujourd'hui sont tout d'abord Anjali Kohli, professeure adjoint à l'Institut pour la santé reproductive de l'Université de Georgetown. Elle dispose d'une décennie d'expérience dans la santé internationale et le développement international, axée sur la recherche et la pratique pour la prévention de la violence sexo-spécifique, la violence contre les enfants, le VIH-Sida et la promotion d'une amélioration de la résilience et de la santé mentale. C'est un chargé de recherche principal qui a fourni un leadership stratégique, une expertise de recherche et une vision technique au titre du projet Passage. Nous avons ensuite du Niger, Hakim Hassani Hossenin, qui travaille pour les services basés sur la communauté de Pathfinder International. C'est un épidémiologue, un biostatisticien, un expert en intervention épidémiologique avec plus de 5 ans d'expérience de mise en œuvre de projets sur la santé reproductive des jeunes et des adolescents. Il va s'exprimer en français. Et nous avons également Shamsi Kazimbaya, principale chargée de programme de Promundo aux États-Unis. Elle est un des chargés de programme principaux de Promundo. Elle coordonne l'assistance technique
pour le projet des clubs pour les jeunes garçons contre la violence à Kinshasa avec le Living Peace Institute et mène l'assistance technique de Promundo États-Unis pour des projets en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Elle a plus de 10 ans d'expérience approfondie dans la coordination de la mise en œuvre de politiques et programmes axés sur la promotion de l'égalité des genres, des droits des femmes et l'intégration des genres dans la santé reproductive, maternelle et infantile. Elle a travaillé auparavant avec la Société pour les femmes et le sida en Afrique, soit Rwanda, en tant que secrétaire exécutif du chapitre rwandais pour la coordination de projets fournissant des soins et un soutien aux personnes touchées par le VIH-Sida, avec également le Centre pour les ressources masculines du Rwanda, où elle a coordonné Men Care Plus pendant 3 ans en mobilisant les garçons, les hommes comme partenaires non violents, équitables et comme soigneurs pour les programmes de santé maternelle, et néonatale et infantile pour la santé reproductive et sexuelle. Et enfin, avec JH Piego, un affilié de Johns Hopkins University. Nous avons donc des orateurs remarquables. J'aimerais tout d'abord, avant que nous commencions notre conversation, voir les résultats des sondages. Je crois que les questions étaient assez claires. Donc, les perpétrateurs les plus fréquemment signalés de violences sexuelles ou autres contre les filles dans les pays sont les enseignants. 70% de vous ont dit faux, c'était vrai. En fait, ce sont souvent des gens qu'ils connaissent dans leur communauté, dans leur famille. Les partenaires masculins des jeunes femmes ont peu ou pas d'influence sur les décisions en matière de contraception. 90% ont dit que ce n'était pas correct. C'est la bonne réponse. Les partenaires masculins ont effectivement une influence importante dans la décision des femmes d'utiliser la contraception. Les jeunes femmes sont le plus à risque d'effets de santé négatifs lorsque leurs partenaires sont beaucoup plus âgés. La réponse est oui, c'est vrai. Lorsqu'il y a un partenaire à 5 ans ou plus que sa partenaire féminine, elles sont beaucoup plus à risque parce qu'elles n'ont pas la capacité de négocier de manière équitable avec ses partenaires plus âgés. J'espère que vous avez eu la bonne réponse ou appris quelque chose. Nous allons maintenant commencer avec certaines questions. Nous allons commencer la conversation. Je vais vous poser une question à nos 3 intervenants. Celui d'entre vous qui souhaite répondre, faites-le. La première question que je vais vous poser est la suivante. On a parfois du mal à toucher les partenaires des jeunes femmes parce qu'elles utilisent parfois la contraception de manière cachée ou parce qu'ils ne souhaitent pas en discuter. Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour réussir à contacter les partenaires de ces jeunes adolescents? Aux 3 d'entre vous, qui souhaite répondre? Anjali, vous semblez prête. Oui, je ne savais pas si Shamsi allait prendre la parole. Je vais commencer. Je travaille sur le projet Real Father, Vrai Père, qui se concentre sur les jeunes hommes à ce stade critique de leur existence où ils sont sur le point de devenir des pères. Ce sont de nouveaux pères, de nouveaux mariés. Donc, nous considérons que c'est une étape opportuniste pour nous permettre de toucher, grâce à ce projet, ces jeunes garçons en travaillant avec les dirigeants communautaires pour identifier les personnes qui pourraient travailler avec eux et puis nous essayons de mobiliser des femmes et des hommes, un programme de mentorat pour essayer d'intégrer les hommes dans des groupes et dans des discussions individuelles pour les mobiliser, pour déterminer les dynamiques de leurs relations, comment ils communiquent, comment ils créent des opportunités pour permettre l'application de ces résultats dans ces relations. Donc, je crois que ça a été l'élément clé, ce modèle de mentorat au niveau communautaire. Alors, Très bien. Shamsi? Oui, j'aimerais parler de notre expérience pour engager les partenaires. À Promondo, nous travaillons avec les hommes pour favoriser l'égalité homme-femme. Nous avons une approche différente. Nous créons des groupes pour les partenaires masculins
pour les encourager à réfléchir, à questionner, à mettre en question les normes de genre. Avec cela, nous pouvons encourager des nouvelles attitudes et de nouveaux comportements. Nous parlons des questions d'accès, des décisions, de l'utilisation de la contraception. Nous croyons que quand on parle de l'accès ou de l'utilisation de la contraception, il y a beaucoup d'influence des relations entre des genres, mais aussi des questions de pouvoir entre des personnes. Quand nous parlons des relations et le pouvoir dans des relations, dans la région où je travaille avec Promundo, je travaille en Afrique. En Afrique, en général, toutes les décisions sont prises par les hommes. Alors, notre approche est d'impliquer les hommes d'une façon positive. Et avec ça, ils peuvent comprendre leur influence. Et nous pouvons expliquer les enjeux de santé reproductive pour leurs partenaires féminins. Il faut aussi adapter l'approche. Nous avons encore une approche qui implique les jeunes. Je pense que mon collègue Hakim au Niger va parler de ce que nous appelons l'école des maris. Nous rassemblons les jeunes hommes pour réfléchir, pour parler des normes de genre. Comme ça, ils peuvent apprendre à devenir de meilleurs partenaires, de meilleurs maris et pour parler de leur partenaire féminin futur. Et avec cela, nous pouvons encourager des attitudes positives pour ces hommes. Nous essayons de créer ce nouveau modèle à Promundo. Nous essayons d'élaborer un modèle avec plusieurs générations. Alors, nous avons les parents des adolescents, les parents des enfants, pour créer une espace sûr, pour avoir ces conversations délicates. Je parle pour la plupart de l'Afrique. Ces sujets sont toujours des sujets tabous, des sujets très délicats. Et cette idée de tabou, cela joue un rôle important quand on parle de l'utilisation des contraceptifs. Nous essayons donc d'impliquer toutes les générations dans ces conversations. Après, on peut encourager de meilleures décisions, on peut encourager un meilleur accès aux services. Nous essayons de créer un environnement pour les parents et aussi pour les prestataires. Pour les prestataires, cela représente encore un défi. Nous parlons des questions de l'éducation. Nous avons les partenaires qui ont besoin d'être engagés. Et ces partenaires s'intéressent, ces partenaires prennent des bonnes décisions, mais après, quand ils essaient d'avoir accès aux contraceptifs, cela devient trop difficile. Cela crée des problèmes d'accès pour ces jeunes. Donc, nous essayons d'avoir des formations sur les genres pour les prestataires. Nous avons aussi travaillé avec les chefs coutumiers et religieux parce que ce sont des chefs avec beaucoup d'influence sur ces groupes. Nous espérons que quand ces chefs parlent avec leur communauté, ils vont impliquer cette conversation dans ce qu'ils disent. Nous espérons qu'avec cela, ces sujets deviendront moins tabous. Voilà comment nous parlons de ces sujets et comment nous impliquons les groupes différents pour aider les femmes et les jeunes filles pour avoir accès aux contraceptifs. Nous essayons d'ouvrir la discussion. Oui, merci. Vous avez parlé de quelques éléments très intéressants. Je pense que nous pouvons parler de la transformation des normes de genre qui est un sujet très intéressant, mais c'était, comme Anjali a dit, le projet des vrais pères ou real fathers, qui était, on essaie de changer les idées des hommes.
il faut questionner ces normes de genre. Ceci est très important pour les filles et pour les femmes, mais il faut aussi créer un environnement où nous pouvons organiser ces conversations. Il faut que ce soit un environnement sûr, un environnement qui va soutenir ces conversations pour que la communauté puisse partager ces bonnes informations avec les femmes et aussi avec les hommes. J'aimerais demander à Hakim de parler de son travail au Niger avec son école des maris et quelles sont vos perspectives sur cette idée de transformation des genres pour les partenaires masculins des jeunes femmes. Hakim, à vous. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous me suivez. Au Niger, on a mis en œuvre beaucoup d'interventions de changement de normes en ciblant principalement les partenaires masculins. Et cela s'est inscrit pour Pathfinder Niger dans le cadre de deux interventions importantes phares qui la première s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement qui a visé à encadrer les jeunes couples, parents pour la première fois, dans le processus de la première grossesse, le suivi et la maternité à moindre risque, tout en permettant aussi aux bénéficiaires de recourir aux services de planification familiale. Et dans le cadre de cette intervention, on a constaté que l'adolescente mariée pris isolément se situe dans un cercle où elle subit des influences qui sont assez énormes. D'abord, une adolescente qui entre dans le cadre d'une union avec un conjoint qu'elle ne connaît pas, parce que voilà, dans notre contexte, souvent, surtout dans la région de Zender, où l'intervention s'est menée, les adolescentes sont sujettes à des mariages arrangés qui les empêchent d'évoluer dans le cadre de leur cursus scolaire. Et donc, dans ce cadre-là, c'est des familles qui se connaissent et qui se sont retrouvées pour sceller cette union. Et l'adolescente se retrouve prisonnière dans une relation dont elle n'est pas tout à fait, dont elle ne jouit pas tout à fait de sa propre compétence de vie. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de commencer à toucher cette personne influente-là en commençant par le mari de l'adolescente et en mettant en œuvre des interventions sous forme de paire éducation. Et donc, c'est des agents communautaires qui ont été identifiés et qui ont une certaine expérience de vie de couple et qui s'étaient chargés de conseiller les maris des adolescentes dans ces questions de normes et essayer de les sensibiliser autant que possible pour permettre à ce que l'adolescente puisse bénéficier de plus de soutien dans le cadre de la recherche des services et la jouissance de ses droits en matière de SRPF. Aussi, au Niger, nous sommes dans un pays plus de 99% musulmans. Et cela veut dire que la religion a un poids assez important sur toute intervention de santé. Et surtout lorsqu'on touche aux questions de santé et de la reproduction, donc les leaders religieux ont une certaine influence assez remarquable. Et ce que nous, on a fait dans le cadre de notre intervention, c'était de transformer l'influence là que ces leaders religieux ont dans leur communauté, de les utiliser positivement pour pouvoir réussir à changer certaines normes. Et donc, on s'est appuyé sur les, sur les écrits coraniques et du hadith qui constituent les livres dont s'inspirent les leaders religieux pour mener des activités. On s'est inspiré des arguments en faveur de la planification familiale et de la santé de la reproduction pour sensibiliser ces personnes-là et
faire en sorte que cette personne puisse soutenir toute intervention de changement de normes au sein de leur communauté. Et cela a été tellement déterminant dans le cadre de cette recherche-là, et cela a permis vraiment de changer positivement les normes et d'impliquer davantage les adolescentes mariées et leurs maris dans la recherche des services de planification familiale. Et une anecdote que je voudrais raconter toujours dans ce cadre-là, c'est l'histoire d'une adolescente de 15 ans qui s'est mariée avec un jeune homme aussi et qui ne se connaissait pas et ne réussissait même pas à établir une communication avec son conjoint, à plus forte raison planifier des questions de vie ensemble. Et donc, ce couple-là a été exposé aux interventions de notre recherche et de notre projet. Et au bout d'un certain temps, au bout d'une année, l'adolescente qui, au début de son mariage, n'était pas capable de s'asseoir et de tenir une conversation correcte avec son mari, s'est retrouvée soutenue par son mari qui même l'accompagne dans les formations sanitaires pour la recherche de services, ce qui est un peu difficile dans le contexte avant même le début du projet. Imaginez une adolescente qui, le soir, qui ne cause avec son mari que le soir, au moment où elle sent qu'elle est obligée de vivre avec le mari. Et cette adolescente-là, après avoir bénéficié des interventions, sensibilisée elle-même et son mari aussi sensibilisé, cette adolescente s'est retrouvée à pouvoir planifier l'avenir de son foyer, l'avenir de ses enfants et planifier même du nombre d'enfants qu'il voudrait avoir avec son mari. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant et c'est des changements comme ça que l'implication des leaders religieux, la sensibilisation des personnes influentes ont permis de constater dans l'ensemble de la zone d'intervention. Nous avons eu aussi un témoignage d'un leader communautaire de la zone d'intervention qui notifiait que avant le début de cette intervention, 5 mariages sur 6 célébrés ne passaient pas le premier anniversaire. Tout au plus 3 mois après, les conjoints devraient se séparer. Et avec le début de cette intervention, les interventions, les activités menées pour changer les normes, pour sensibiliser la communauté, ce leader communautaire a constaté que il n'est plus sollicité pour venir régler les conflits conjugaux, il n'est plus sollicité pour venir séparer des couples qui ont été unis de force et que désormais il y a plus d'harmonie, il y a plus d'entente et les unions duraient plus longtemps dans leur communauté. Et ça, c'est des succès qui sont assez épatants et qui résultent des changements des normes que nous avons pu faire dans le cadre de cette intervention-là. Voilà. J'aimerais revenir à vous, Anjali, parce que certaines des choses qu'ont mentionnées Shamsi et Hakim sont tellement importantes pour les pères, les vrais pères. J'ai rendu visite au projet des vrais pères et j'ai été fascinée par cette approche de mentorat. Certaines des choses qu'a mentionné Hakim sur l'importance des communications, ce dont a parlé Shamsi également, sur l'effet de transformation sur les gens, ce sont des éléments très importants également. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Comment l'approchez-vous par le biais du programme de mentorat?
Bien sûr, et puis j'entends en fait des échanges qui se font l'écho du travail que nous faisons. L'approche du programme Vrai Père, c'est un projet qui a été développé après avoir identifié ses besoins autour de la planification familiale et de la violence dans la famille. Comment mobiliser les jeunes hommes d'une manière qui soit acceptable au plan culturel et qui réponde à ce besoin sans renforcer la violence ou les pratiques négatives de communication. C'est ce qu'a fait le projet en reconnaissant que nous avons commencé le projet en Ouganda, vous le savez, nous avons reconnu qu'il s'agissait souvent que c'était souvent des hommes plus âgés qui faisaient le mentorat des jeunes hommes. Et le projet a été développé en collaboration avec Save the Children, avec des leaders communautaires. Et l'on s'est aperçu que traditionnellement, les jeunes hommes étaient placés sous le mentorat des hommes plus âgés de la communauté. Donc, si nous pouvions travailler avec les hommes plus âgés de la communauté pour les former à être des mentors, il nous serait possible de créer une opportunité de dialogue, que ce soit de manière individuelle ou en groupe. Et cela a permis de susciter même des changements économiques. Donc ça, c'était un élément. Nous avons une formation sur le mentorat et sur la transformation des rôles des genres au niveau des communautés. Et pour nous assurer que nous sélectionnions des hommes plus âgés qui étaient respectables et acceptables, nous nous sommes assurés qu'ils étaient des gens qui pouvaient parler avec ces jeunes femmes et que leurs avis seraient reconnus. Nous avons pris la décision consciente de ne pas dire la violence est mauvaise, il faut parler de la planification familiale. Non, nous avons transmis des messages de nature plus émotive dans le cadre de ces programmes de mentorat, avec le programme des affiches notamment, qui est venu compléter le programme de mentorat. Et puis, l'ensemble du projet se termine avec une célébration dans toute la communauté. Cela a créé un espace pour permettre aux hommes de commencer à examiner leurs émotions, d'apprendre à communiquer. Et notre recherche nous a révélé que la première chose que disent les hommes qui a changé pour eux et leurs femmes, c'est que leur cœur, leurs esprits se sont ouverts et ils ont commencé à comprendre qu'il était possible d'avoir une relation très différente au niveau de leur famille, avec leur conjoint, des choses dont ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais parler, qu'il s'agisse de la prise de décision en matière financière, de déterminer le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Est-ce qu'ils veulent vraiment avoir autant d'enfants que la communauté les encourage à le faire? Est-ce qu'une plus petite famille fonctionne mieux pour eux? Que pensent les femmes, quels sont leurs sentiments, et cela a permis d'ouvrir un espace de discussion sur la planification familiale. Et donc les séances de discussion et de mentorat sur la planification familiale viennent un peu plus tard dans le projet, mais cela permet aux conversations d'avoir lieu et à ses partenaires de communiquer d'une manière qu'ils n'avaient jamais pu le faire auparavant. En travaillant avec leurs pairs et avec leurs aînés, il était possible aux participants de changer leur comportement contre notamment la norme d'avoir des familles nombreuses en disant nous voulons avoir une famille moins nombreuse parce que cela nous donne davantage de temps de qualité avec nos enfants, cela nous permet d'avoir davantage de ressources financières, mais il faut que les structures soient mises en place pour ce faire. J'aimerais encourager les participants à nous envoyer des questions dans la chat box. Nous ne voulons pas qu'il s'agisse simplement d'une conversation entre nous quatre. Je sais qu'une une question a été posée par un partenaire du Nigeria concernant l'intervention de Madame Shamsi. Je crois que vous travaillez au Rwanda, c'est cela? Oui, je suis basée au Rwanda, oui. Donc le travail que vous faites à l'heure actuelle est essentiellement au Rwanda? Non. Nous avons des projets dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a le projet de l'autonomisation des femmes dans le Sahel et des dividendes de vie. Cela a été parrainé par la Banque mondiale. Nous fournissons une assistance technique au niveau de cette approche depuis 2018. Nous couvrions 6 pays au début: le Niger, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Tchad. 13 l'an prochain, nous allons ajouter le Bénin, le Cameroun et la Guinée-Conakry. Donc, nous organisons des projets similaires qui sont censés fonctionner pendant de nombreuses années
en République démocratique du Congo, dans la partie Est et à Kinshasa. Et pour répondre à la question d'Adeola, nous mettons également en œuvre des approches similaires dans le cadre de Plan Canada au Nigeria, au Ghana et au Sénégal. Ceci, toutefois, s'est graduellement terminé. Pour le moment, nous sommes en train d'intensifier, d'élargir l'approche parce qu'il faut renforcer d'abord les capacités, puis essayer d'accompagner les partenaires locaux pour que une fois que l'on voit que les programmes sont bien lancés, pour voir comment on peut changer les normes. Et nous pouvons aussi partager des ressources. Au Rwanda, c'est ce que nous avons fait. 3 ans après, maintenant, nous commençons un programme de suivi de 7 ans sur le projet du RCD qui a été très impressionnant pour voir comment les hommes s'impliquaient de plus en plus, surtout au niveau des questions concernant la santé de la reproduction, l'utilisation des contraceptifs. Nous utilisons la même approche que celle que nous avions mentionnée précédemment. Les hommes viennent partager leurs idées, expliquent comment ils sont fiers d'avoir changé d'avis, d'avoir ouvert leurs esprits. Ils partagent les corvées, ils aident. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site web et nous pouvons vous faire part de ressources qui pourraient être utiles à nos collègues pour leur information s'ils sont intéressés. Bien sûr, et nous allons préparer un blog après cette séance et nous partagerons un grand nombre de ressources avec tous ceux qui auront participé à notre conversation d'aujourd'hui. Il y a quelques termes que vous utilisez tous, mais j'aimerais vous demander d'en parler un peu plus parce que une des choses que j'aime faire dans ces conversations, c'est d'aller un petit peu au-delà du jargon spécialisé. L'on utilise ces expressions comme si tout le monde comprenait l'idée de normes sociales, transformation des rôles. Qu'est-ce que c'est que cette transformation des gens, des rôles des genres? En quoi est-ce que cela a eu un impact sur le changement des normes sociales prédominantes? Et pourriez-vous éventuellement parler de quelques-unes des normes sociales auxquelles vous avez essayé de vous atteler dans le cadre de ces inégalités entre les genres? Il y a un certain nombre de programmes qui ont été extrêmement influents, notamment sur la prise de décision, la participation des jeunes femmes à le processus décisionnaire en matière de santé reproductive et d'utilisation des contraceptifs. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce rôle d'autonomisation des femmes au niveau des communautés? C'est peut-être perçu différemment au Niger, au Rwanda, en République démocratique du Congo, qu'aux États-Unis, par exemple. Donc voilà, aux 3 d'entre vous, si vous souhaitez répondre sur ce point, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire. Angélie, voulez-vous répondre? Bien sûr, avec plaisir. Je vais commencer par la partie normes sociales. Le programme des vrais pairs traite de différentes normes qui concernent les communications, de quoi peuvent parler les couples, de quoi devraient parler les couples, quelles sont les attentes quant à savoir qui doit prendre des décisions, comment les décisions doivent être prises dans les foyers. Donc, reformuler les normes sociales autour de cela et puis les normes autour de la planification familiale. Qui a le dernier mot en termes de planification familiale? Comment peut-on en parler? Ce qui a été intéressant, c'est que ce n'était pas forcément l'intention au départ, mais les gens évoquent la manière dont ils peuvent parler des relations sexuelles dans leur couple, s'ils ont des relations sexuelles qui sont gratifiantes parce qu'ils se comprennent mieux. Et je crois que c'est grâce à cette amélioration des conversations et des communications qui ont approfondi les connexions entre les membres d'un couple. Donc le projet s'est engagé à différents niveaux avec des modèles de rôle. Nous avons des gens qui présentent l'exemple de certains des comportements que nous voulons essayer de changer au fur et à mesure. Ce sont les mentors plus âgés, puis les hommes plus jeunes qui ont changé leur rôle en fonction et leurs attitudes en fonction de cela. On a changé aussi les messages sociaux envoyés par les communautés pour essayer de déterminer quelles sont les expressions, les messages qui percuteraient le mieux au niveau des foyers. Qu'est-ce qu'un vrai bon père? Et puis, il y a eu un impact au niveau du programme du mentorat qui est utilisé dans les endroits très publics
pour renforcer les messages en disant « Ah, voilà, c'est ce que la communauté veut ». Et à ce moment-là, les gens se sentent plus à l'aise pour réagir en fonction. Il y a aussi cette grande célébration à la fin du programme. Le programme d'intervention des vrais pères est un programme de 7 mois qui n'inclut pas le programme de formation des mentors plus âgés. Et à la fin, il y a une grande fête où les hommes se lèvent et célèbrent leurs accomplissements et les femmes déclarent les améliorations, les accomplissements au niveau de la famille, ce qui permet à la communauté tout entière de les célébrer et de les aider à continuer. Nous avons fait une recherche de suivi, nous nous sommes aperçus que ces succès étaient maintenus au fil du temps. Pour ce qui est de la partie transformation des rôles, des genres, je crois qu'il s'agit avant tout d'une part de changer la définition des rôles qui sont acceptables pour chacun des sexes. Et puis l'autre option, c'est de dire aux gens que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Comment atteindre les gens, les toucher au plus profond d'eux-mêmes? Il y a beaucoup de messages qui sont à une base très émotive et qui permettent aux jeunes de déterminer ce qu'ils aiment avoir, ce qu'ils peuvent avoir, ce qui leur permet de rentrer chez vous et chez eux et de les essayer. Nous leur rendons visite, leurs mentors les rendent visite, ce qui leur permet d'avoir en quelque sorte la permission de percevoir leur femme différemment, de faire certaines choses. Donc, il y a la création d'un espace qui permet aux hommes d'être différents. Autre élément important, le travail qui est fait avec les mentors d'emblée, avec un engagement, une formation pour que les mentors eux-mêmes aient une expérience de transformation des rôles des gens avant même que la formation ne commence. Car nous-mêmes, les gens comme moi, les chercheurs qui travaillent dans les projets ou qui font du mentorat, nous pouvons renforcer, confirmer ces éléments, ces messages. Et il faut nous assurer que nous consacrons suffisamment de temps à la formation et à la transmission de ces messages pour que les gens sachent comment les appliquer, les modifier et les adapter à leur situation propre. Merci. Merci. Shamsi Wakim, voulez-vous répondre à sur cette expérience en la matière? Oui, j'aimerais ajouter quelques mots. Je crois que Anjali a évoqué essentiellement tout ce que je voulais dire, mais lorsque l'on parle des approches ayant pour objet de transformer les rôles des genres, ces questions sont sans cesse posées. Les gens demandent quelles sont les différences. La plupart des gens font quelque chose fondé sur le genre, activité basée sur le genre, changement basé sur le genre. Mais la question, c'est de savoir, en fait, quelle est la définition de ces programmes de genre, de ces initiatives de genre, et ceux qui ont pour objet de transformer les rôles des genres. La plupart des projets, la plupart des activités qui contiennent la notion de genre essaient d'aller dans la même direction. Pourquoi dans tel ou tel pays fait-on telle ou telle chose? A-t-on un taux élevé de mortalité infantile ou de violence sexospécifique? Les programmes doivent essayer de répondre précisément aux problèmes identifiés, mais il ne faut pas qu'ils oublient d'identifier les causes profondes. Pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas impliqués depuis le début? Lorsque l'on parle d'approche de transformation des genres, il s'agit d'approches qui ont pour objet de toucher aux causes profondes des problèmes. Comment aimer les hommes et les femmes, les jeunes filles également, à essayer de commencer à passer en revue, à remettre en cause et à s'interroger sur la validité de ces approches qui sont négatives pour les genres. Et lorsqu'on a ces améliorations de compensation, les hommes dans les couples, les garçons et même les filles, nous les encourageons à envisager des valeurs de nature plus positive. Je sais que c'est un peu d'un jargon et vous voulez limiter le jargon, mais ce que l'on essaie de faire, c'est d'améliorer les valeurs pour qu'elles soient plus positives, plus constructives, ce qui permet d'améliorer l'accès à la santé pour tous. Donc, c'est un peu comme ça que nous procédons. On explique la différence entre le rôle des genres, les programmes de genre, les projets fondés sur le genre, au lieu des approches fondées sur la transformation, la modification des genres. Fondamentalement, les gens partagent des choses au niveau individuel. Pour changer les normes au niveau individuel,
Et chez Promundo, nous travaillons également au niveau des stratégies que nous utilisons. Ces stratégies, il y en a certaines qui ont été couronnées de succès lorsque nous utilisons notamment ce que j'appellerais les systèmes ou modalités de changement qui transforment les normes au niveau individuel, mais comportent également des activités au niveau communautaire et au niveau familial. On a parlé de campagnes, de petites campagnes au niveau des communautés. Ce que nous avons observé lors de ces programmes, c'est que l'on peut changer les normes, les comportements au niveau individuel, mais au niveau de nos sociétés, je parle de l'Afrique ici, les sociétés, les communautés, les familles, ce sont des entités très puissantes quand ce qui a trait à ces normes qui sont apprises au niveau individuel, mais après, il faut aussi les renforcer au niveau de la famille, au niveau de la communauté. C'est comme ça que le changement peut se faire. On commence par des séances très robustes qui sont axées sur les individus, sur les particuliers, mais il faut également prévoir des activités au niveau familial et communautaire. Et nous devons également observer le niveau structurel supérieur, les structures, les politiques. Au début, j'ai parlé d'un environnement propice, favorable. C'est très important qu'à ce niveau des politiques, il y ait également des activités de plaidoyer, de sensibilisation, afin que les décideurs soient informés et qu'ils sachent comment mettre en place des environnements qui appuient le changement qui se situe au niveau individuel. Promundo essaie de mettre en œuvre ces programmes dans tous les, les pays du monde dans lesquels nous travaillons et jusqu'à présent, nous avons observé que grâce à cette approche, cela a des résultats très, très je ne sais pas si nous aurons l'opportunité de vous parler des défis parce que au niveau des projets, on a un temps limité, des ressources limitées, des financements limités. Donc, les projets fonctionnent peut-être au niveau individuel, mais dès qu'il s'agit du niveau communautaire ou du niveau structurel, d'un seul coup, on n'a plus de ressources. Donc, voilà certains des défis auxquels nous nous heurtons lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre ces projets qui sont très couronnés de succès au niveau individuel, mais malheureusement, trop souvent, nous n'avons ni le temps ni les financements nécessaires pour continuer et élargir ces projets à plus grande échelle. Voilà un des plus grands défis, comment utiliser les leçons que nous avons tirées au niveau communautaire, au niveau d'un village, et l'élargir au niveau de la société. Nous sommes toujours en train de travailler là-dessus. Encore une question. Shamsi a parlé des mêmes questions qu'Anjali. Nous avons parlé des causes profondes. Souvent, nous traitons des symptômes, mais nous n'essayons pas vraiment de trouver les causes profondes. Une chose que je trouve utile dans ce processus est de créer des espaces pour des personnes de penser différemment des normes sociales. On dit souvent, voilà ce que nous avons fait depuis toujours, alors nous allons continuer. Je pense que peut-être Hakim, vous pouvez parler de comment votre projet a créé ces espaces pour des personnes de penser différemment, de mettre en cause les traditions dans des communautés avec le mariage précoce ou une manque de communication entre des partenaires. Je pense qu'une chose que je vois souvent dans cette conversation est qu'il est essentiel d'aider les personnes à communiquer différemment. Il faut ne pas simplement accepter, voilà ce que nous avons toujours fait, mais il faut vraiment encourager la communication entre partenaires avec les familles et aussi avec la communauté. Pouvez-vous en parler davantage? Yeah, tout à fait. Alors, je pense que nous, ce que nous avons fait, c'est effectivement de s'attaquer à ces aspects très importants des normes pour réussir à atteindre des changements escomptés en matière de jouissance des droits sur la SRPF. Et pour s'attaquer à la communication et réussir à changer des choses, alors nous avons, comme je l'annonçais, adopté la même approche de mentorat citée par Anjali et seulement nous, notre approche de mentorat c'est plutôt focalisé sur des mentors ou des agents communautaires qui sont pratiquement de la même génération.
c'est-à-dire des mentors ou des agents communautaires qui appartiennent à la même tranche d'âge que les adolescentes mariées, mais qui ont une certaine expérience quand même de la vie courante et de la communication dans leur couple. Parce que ce que nous avons constaté dans certaines circonstances, c'est que lorsque nous utilisons des mentors ou des agents plus âgés pour aborder des questions de communication, des questions de rôle déterminées en fonction du genre et de violence basée sur le genre, cette personne âgée a tendance à imposer son point de vue, à imposer son opinion, sans réellement laisser les principales personnes concernées de s'exprimer et de dire réellement ce qu'ils pensent dans un cadre d'échange vraiment libre, dépourvu de tout complexe. Et c'est pour cela que dans les espaces sûrs que nous avons créés pour les rencontres avec les adolescentes entre elles et même avec les maris entre eux, on s'est assuré à ce que des échanges qui sont faits dans ces cadres-là soient vraiment des échanges libres où chaque participant est capable et encouragé de partager son expérience et de recevoir des conseils de ses pairs. Et cela a permis aux uns et aux autres de s'ouvrir au groupe et de recevoir des conseils avisés. Et c'est ainsi que lorsque l'adolescente mariée reçoit une intervention de ce genre dans son groupe d'appartenance et que le mari, de son côté, est aussi sensibilisé sur les mêmes thématiques, mais dans son groupe d'appartenance, finalement, quand ils se retrouvent dans leur foyer, ils se rendent compte qu'en réalité, ils n'avaient pas de bonnes informations et ce qu'ils ont appris était quelque chose de très utile pour eux. Ils essaient de tirer le profit des enseignements qu'ils ont reçus de part et d'autre. Et l'autre aspect qui a été déterminant aussi pour réussir à changer ces choses-là, c'est comme je le disais, l'implication des leaders religieux et de façon positive. Et nous sommes arrivés à un stade où les leaders religieux sont capables de défendre le soutien d'un homme à sa femme. Quant aux questions de corvée, quant aux questions d'autonomisation de la femme ou quand il s'agit de l'accompagner dans l'utilisation des services de santé même. Ça, c'est quelque chose de très positif et c'est un travail formidable que ces leaders religieux ont vraiment abattu dans notre contexte et cela a permis de créer vraiment un environnement tellement favorable que il est désormais facile de trouver une adolescente mariée se fait accompagner par son conjoint au niveau des formations sanitaires ou trouver une adolescente mariée qui, lorsqu'elle est malade, se fait aider par son mari pour préparer la cuisine, faire les corvées de la maison ou même se fait appuyer par son conjoint sur des tâches qui auparavant étaient considérées comme des tâches des hommes. Et donc, ça a été l'approche que nous avons adoptée, une approche similaire à ce que Angélie a expliqué, mais en se focalisant sur des mentors ou des leaders jeunes qui sont capables de partager leur expérience et d'échanger ouvertement avec les cibles et les bénéficiaires. Merci. Je vois que nous avons des questions dans la colonne chat. Je voulais aborder le sujet de différence d'âge. Je pense que le projet des vrais pères, souvent ce sont des partenaires du même âge, mais je sais que dans d'autres régions en Afrique et dans d'autres pays, souvent il y a une grande différence d'âge entre une jeune femme et son partenaire. Je pense que cela représente un défi. Si on veut encourager la communication entre un homme de 25 ans et une fille de 16 ans, ils n'ont pas beaucoup de choses en commun là. Comment encourager une meilleure communication
Le son est coupé, l'interprète n'a pas entendu. Hakim, vous avez parlé des couples qui se marient, qui n'ont jamais parlé entre eux et tout d'un coup, ils arrivent à la même maison. Alors, comment aborder ces difficultés, comment relever ces défis de communication entre les membres d'un couple? Si quelqu'un aimerait commencer avec une réponse, Anjali, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si Vrai Père, si notre programme est vraiment un programme qui peut répondre à cette question. Nous essayons vraiment de travailler avec des hommes qui deviennent pères. Nous essayons de trouver le moment où les hommes n'ont jamais adopté certaines habitudes. Il faut adopter de nouvelles attitudes, de nouvelles normes. Quels sont les comportements des membres d'un couple? Quels sont les comportements des parents idéaux? Quels sont les rôles pour les hommes, pour les femmes? Nous essayons vraiment d'utiliser ce moment parce que cela représente une opportunité pour le changement. Nous travaillons parfois avec les couples qui sont un peu plus âgés, mais pour la plupart, nous travaillons avec des jeunes couples qui viennent d'avoir un enfant ou qui auront bientôt un enfant. Nous n'avons pas vraiment travaillé avec des couples avec des grandes différences d'âge. Nous utilisons surtout cette période de vie. Je pense qu'à Hakim, beaucoup de couples avec lesquels vous travaillez, il y a cet écart d'âge entre les jeunes filles et les hommes. Comment avez-vous géré cette différence entre les expériences de vie et les capacités de faciliter la bonne communication entre les deux personnes qui ont eu des expériences de vie vraiment différentes? Yeah. Alors, c'est vrai que nous, dans notre contexte, nous avons eu à travailler avec ces deux catégories de couples, hein. Nous avons eu des couples plus jeunes avec des maris qui sont pratiquement de la même génération que l'adolescente. Et pour ces couples, la question est très simple pour pouvoir les atteindre. C'est généralement ces adolescents, les maris des jeunes filles là, c'est des gens qui ont soif d'information, mais qui, dans la plupart du temps, n'ont pas un canal approprié où ils peuvent s'exprimer pour avoir des réponses à leurs multiples inquiétudes. Parce que vous savez que c'est des jeunes qui, d'abord, ne fréquentent pas très souvent les formations sanitaires pour aller prendre des informations avec les prestataires. Donc, le seul moyen de pouvoir les toucher et de pouvoir les sensibiliser, c'était lors des réunions de petits groupes qui sont organisées entre eux, entre les pairs, là, facilitées par un mentor un peu plus expérimenté qui se veut être aussi de la même tranche d'âge. Et donc, dans ces questions, dans ces réunions de petits groupes, ces maris plus jeunes arrivaient à s'exprimer facilement et à extérioriser leurs inquiétudes et à obtenir des questions, des réponses appropriées avec avec le père et avec les mentors. Et pour des questions dont les mentors, les facilitateurs de ces réunions-là n'avaient pas de réponse, ces jeunes pouvaient patienter à la prochaine session pour permettre à leur mentor ou à leur facilitateur de se renseigner auprès des formations sanitaires ou auprès des responsables de l'équipe du projet pour pouvoir leur donner des informations appropriées. Pour ce qui concerne l'autre catégorie de maris, qui sont les maris un peu plus âgés que les adolescents, dans notre contexte, c'est des couples souvent polygames, où l'adolescente vient trouver d'autres épouses dans le foyer, et elle qui est la petite femme préférée du mari, souvent elle n'a pas toutes les informations qu'il faut. Et nous, ce que nous avons fait, c'est vrai que c'est pas facile pour une femme d'accepter sa coépouse et de la conseiller
sur des questions de communication dans le couple ou sur des questions de santé, mais on a réussi quand même à impliquer les coépouses là, qui connaissent mieux déjà le mari, pour avoir vécu avec lui un certain temps. On a réussi à les impliquer et à faire en sorte que ces coépouses-là prennent les adolescentes mariées, les jeunes, comme étant leurs petites sœurs et de les conseiller et sensibiliser ensemble leurs conjoints pour réussir à lui faire changer certaines normes. Et l'autre chose aussi que nous avons usé, l'autre approche que nous avons usée qui a permis de changer aussi des choses, c'est l'implication des belles-mères, n'est-ce pas? Les belles-mères de ces adolescentes-là, c'est des personnes qui sont vraiment très écoutées et qui ont des influences assez significatives dans la gestion du foyer de leurs enfants. Et donc, en impliquant ces belles-mères-là, qui jadis étaient des personnes qui influençaient et qui mettaient la pression à ces adolescentes-là pour prouver très vite leur fertilité, qui mettaient la pression aux jeunes mariés de pouvoir très vite leur donner d'enfants et tout. En travaillant avec ces belles-mères, on a réussi à changer les mentalités de ces personnes-là et à leur faire accepter le fait que l'adolescente qui est mariée à 14 ans, son corps n'est pas encore prêt pour accueillir un bébé et que elle ne devrait pas se mettre dans une compétition de nombre d'enfants entre elle et sa coépouse. Parce que généralement, c'est ça aussi le problème qui se pose dans notre contexte. Quand une adolescente rentre dans un foyer polygame, elle veut tout de suite prouver à son mari qu'elle peut avoir le même nombre d'enfants ou même dépasser le nombre d'enfants que sa coépouse a. Et cela pourrait mettre en péril sa santé et la santé de ses progénitures. Et donc, ce sont tous ces aspects-là que nous, on a essayé d'attaquer avec la sensibilisation. On a essayé de changer ces différentes normes et faire en sorte que la barrière entre les tranches d'âge, entre le mari et l'adolescente, cette barrière a été brisée, et aussi bien dans les couples jeunes que dans les couples où il y a la différence d'âge là, on a réussi à faire en sorte que les mentalités des maris changent et que ce soit favorable aux adolescentes elles-mêmes et qu'elles puissent être soutenues pleinement dans leur santé sexuelle et reproductive. Voilà un peu comment nous avons pu aborder ces questions-là. Et au-delà de l'utilisation des leaders religieux, on a aussi usé d'autres canaux de sensibilisation, notamment avec les radios communautaires qui sont écoutées dans la plupart de la zone d'intervention. Et nous avons élaboré des sketchs, des spots radio qui, avec des messages ciblant les différentes catégories de la communauté, avec des messages spécifiques ciblant les maris, ciblant les adolescentes mariées et visant aussi cette diversité de tranches d'âge dans le couple. On a quand même réussi à mettre tous ces moyens-là à profit pour changer les normes en faveur de la SRPF pour les adolescentes mariées. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Merci Hakim, très très important. Je crois que bien souvent, la cause profonde se situe au niveau des coépouses et des mères, des belles-mères. Donc, il y a d'autres éléments qui ont un rôle, qui jouent un rôle important dans ces discussions. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre panel. Est-ce que vous êtes prêts à rester avec nous encore une dizaine de minutes, peut-être, pour que nous puissions répondre aux nombreuses questions qui sont posées par nos participants? J'aimerais commencer par Anjali. Comment travaillez-vous dans une situation de vrai père si le père lui-même ne vit pas au foyer avec la mère? J'aimerais que vous répondiez à cette question. Et la dernière question avec laquelle nous conclurons notre discussion, c'est cette question d'échelle. C'est vrai que nous disposons d'informations supplémentaires pour accroître l'échelle du projet fait par RH,
RAH et Promundo. Et puis Hakim, je crois que Pathfinder Indonesia a fait un travail important aussi dans ce domaine, donc au Nigeria, pardon. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça s'est développé? Donc nous allons nous arrêter à 8h15 heure de Washington, donc nous avons 10 minutes exactement. Angélie, que se passe-t-il lorsque les pères ne vivent pas dans les foyers? Une question très importante. Je ne suis pas certaine que nous ayons travaillé avec des pères qui ne vivaient pas au foyer. Ils n'étaient pas obligés qu'ils soient mariés avec la maman, mais il fallait qu'ils vivent dans le cercle familial. Comme Hakim disait tout à l'heure, il y a le problème des hommes en relation polygame. Ça pose des problèmes particuliers au niveau du pilote initial. Je crois qu'on ne nous faisait pas forcément confiance complètement parce qu'il y avait un jeune père et puis quelques séances de suivi avec une des épouses. Et pourquoi on dit il y avait des tensions après, pourquoi choisir telle épouse au lieu que telle autre épouse pour participer aux discussions. Donc il y avait une certaine résistance dans certains foyers. Les autres femmes disaient je n'aime pas beaucoup les changements qu'il apporte. Pourquoi? Parce qu'on ne les avait pas intégrés au processus décisionnel. D'autres femmes ont jugé que c'était très bien, mais il y avait cet élément qui était que nous n'avons pas vraiment pris en considération la dimension de la famille polygame. Donc, pour déterminer s'ils vivaient tous ensemble, ça, c'est une autre question. Je peux aussi répondre à la question de l'échelle. Vous avez raison, Shamsi a fait beaucoup de travail dans ce domaine. Pour nous, nous avons abordé la question d'une manière un peu différente, peut-être un peu plus systématique depuis le début d'un programme. Que pouvons-nous faire? Quelles sont les activités principales, les éléments principaux, les valeurs clés d'un programme? Quels sont les mécanismes de changement? Parce que mieux nous comprenons comment les projets fonctionnent dans leur contexte, mieux nous pouvons procéder aux adaptations au nouveau contexte. Au préalable, l'essentiel du travail s'est concentré sur le maintien d'un projet et le concrétiser. Maintenant, essayons de comprendre comment, dans un nouveau contexte, les nouvelles valeurs ont un rôle. Dans le cadre du programme des nouveaux pères, nous sommes passés d'un contexte où les participants étaient d'un haut niveau d'éducation, puis nous sommes après passés à un groupe où c'était beaucoup moins le cas. Donc, cela a exigé une reformulation de nos outils pour continuer à répondre aux besoins en intégrant les nouvelles valeurs et en prenant en considération les valeurs du groupe précédent. Un autre élément important, comment travailler dans le contexte des structures locales pour nous assurer qu'il y a adoption, appropriation par tous. C'est important pour les projets et selon le contexte, nous avons eu plus ou moins de succès. Quelquefois, il y a beaucoup d'appropriation et puis les collègues disent est-ce qu'il y a assez de financement pour aller à l'étape supérieure? En d'autres termes, les jeunes aiment peut-être beaucoup le projet, mais on n'a pas les ressources pour le poursuivre. Dans le contexte non pas du programme des vrais pères, mais nous sommes passés d'un contexte très rural à un contexte très urbain. Et lorsque l'on examine au départ la question de ces dynamiques sociales, de ces influences normatives des comportements, quelles sont-elles? Qui doit être impliqué? Qui doit être mobilisé? Et qu'est-ce qu'il faut changer lorsque l'on passe d'un environnement très rural à un environnement très urbain ou vice-versa? Donc, je crois que cela nous a permis de commencer à décomposer les éléments d'un programme, ce qui est très important pour permettre après de le porter à une autre échelle. Il nous reste 6 minutes. Il faut impérativement que nous nous arrêtions à 8h15 heure de Washington. Shamsi, pourriez-vous éventuellement prendre quelques minutes pour nous parler de vos observations sur le travail de mise à l'échelle par Promundo, puis nous donnerons quelques minutes à Hakim et nous conclurons. Bien sûr, je peux vous parler de notre expérience du Rwanda. Je crois que c'est l'expérience que nous pouvons partager le plus facilement. Nous avons mis en œuvre ces programmes pendant 3 ans. Il s'agissait du programme MenCare Plus. Donc, c'était un programme de 3 ans. Puis, nous avons procédé à des essais, des pilotes qui ont été très impressionnants dans leurs résultats. Et nous avons décidé de voir comment pouvoir étendre ces excellentes expériences, les accroître dans leur échelle et leur portée.
Ce qui est important, c'est de travailler avec le gouvernement, en particulier pour avoir les moyens de travailler. Nous l'avons appris au niveau de la mise en œuvre de tous nos programmes, en particulier ces vastes programmes, ces programmes coûteux. La seule manière vraiment de nous assurer qu'il y a soutenabilité, c'est en nous assurant qu'on a l'appropriation, la bénédiction du gouvernement, si vous voulez, ce qui permet au programme d'être maintenu à plus long terme. Qu'avons-nous fait? J'ai parlé de l'expérience du Rwanda qui était de créer des éléments probants, d'obtenir des éléments probants. Parce on peut aller voir le gouvernement, les représentants du gouvernement en leur montrant, preuve à l'appui, ce qui a fonctionné, les méthodologies, les modèles, les approches, ce qui est plus facile pour le gouvernement de soutenir nos efforts et de commencer à étudier ce qui peut être fait. On a beaucoup de travail de plaidoyer pour nous assurer que le gouvernement intègre ces éléments dans ses propres priorités. Pour le Rwanda, pour ces programmes MenCare Plus que l'on essaie d'intensifier, nous avons déjà le soutien de la poursuite de l'assistance technique. Nous parlons maintenant de la transition à échelle. Donc, on ne se limite plus à des districts. Nous essayons de voir si cela va fonctionner dans un district. La première phase a été mise en œuvre par le biais de facilitateurs communautaires laïques. Aujourd'hui, nous essayons d'intensifier, d'élargir en travaillant par le biais du ministère de la Santé ou avec le ministère de la Santé. Angeli a parlé du contexte, de la structure, etc. Pour le cas du Rwanda, je peux vous dire que lorsque l'on parle des questions de santé, le gouvernement a d'excellentes structures qui se fondent du niveau de base de la communauté tout en haut. Donc, ces structures de base, c'est ce qu'il faut utiliser si l'on veut pouvoir amener à l'échelle, ces projets qui sont très réussis. Donc, c'est comme cela que nous avons fait la promotion de ces approches. Merci. Oui, le gouvernement a été un partenaire extrêmement important. Hakim, vous avez 2 minutes pour nous dire comment vous avez réussi à faire ce travail de mise à l'échelle dans les différents districts. Allez-y. Ok, merci bien. Je pense que nous aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de ces différentes interventions, le gouvernement, le ministère de la Santé a été partie prenante clé. Et ce rôle déterminant qu'ils ont joué a permis non seulement de favoriser l'appropriation des interventions, mais aussi de définir ensemble un modèle dans le cadre d'une recherche, de la recherche action RMA que nous avons menée, c'est de définir un modèle que nous avons appelé un modèle RMA qui fera l'objet de passage à échelle de l'intervention à l'étendue du pays et aussi dans la plupart dans la plupart des districts sanitaires que compte le pays. Et donc, ce modèle-là que nous avons proposé a été soumis à l'appréciation du gouvernement et a été validé avec eux. Et le modèle s'est voulu le plus simple possible et le plus supportable possible, avec des coûts les plus réduits possibles pour permettre à ce que ça puisse être supporté dans les plans d'action annuels des différents districts sanitaires qui sont qui sont programmés chaque année. Et donc, c'est comme ça que nous avons réussi à faire cette pérennisation de l'approche. Merci. Une question très, très importante, Hakim. Nous devons pouvoir présenter au gouvernement des approches à faible coût, des approches simples. Malheureusement, nous devons nous arrêter. Je suis désolée. Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous allons faire un autre modèle sur cette question le 16 décembre à 7 heures, heure de Washington, pour examiner les téléphones, et pas seulement les téléphones, les plateformes, les médias
sociaux, etc. Merci encore de votre participation. Merci à nos intervenants avec leurs questions et leurs observations très stimulantes, très intéressantes. Rendez-vous à tous dans 2 semaines pour la prochaine séance. Merci et bravo. Merci beaucoup et Bonne bravo. journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.